Alors, est-ce que vous iriez jusqu'à dire, Henri Pénarus, que, comme Régis Debray, que la religion n'est plus l'opium du peuple, mais la vitamine du faible? Si vous voulez, c'est un tout petit peu la même chose, parce que dans le mot opium, et Marx l'analysait fort bien, il y a deux dimensions. L'opium, c'est à la fois un sédatif, et c'est en même temps, si vous voulez, une fuite, donc une protestation contre un monde. D'ailleurs, Marx le dit, c'est le soupir de la créature opprimée, mais la protestation contre un monde sans âme. Donc il y a cette double dimension, à la fois de révolte et de fuite. Et on peut plutôt choisir la révolte que la fuite. Olivier Bobineau, il y avait le jeune hacker turc, enfin un des jeunes hackers turcs qui ce matin était interviewé par le JDD et qui disait, donc hacker turc du site de Charlie Hebdo, je précise bien sûr, et qui disait je connaissais pas ce journal, j'ai eu cette info par la BBC, j'ai découvert Charlie Hebdo, il avait jamais entendu parler de Charlie Hebdo, mais il a considéré qu'effectivement il s'agissait d'une protestation, dit-il, contre nos valeurs et nos croyances. Jusqu'où peut-on aller? On a bien compris que même si le droit de blasphème, enfin même si le blasphème n'existait pas, jusqu'où peut-on aller dans la provocation? On sait que cette question s'était déjà posée lors des caricatures de Mahomet en 2006. Disons que là, je pense qu'il faut voir un peu la situation pour travailler avec quelques musulmans, arabo-musulmans, et puis pour également former les cadres cultuels, les imams à la laïcité, à l'Institut catholique de Paris. C'est ça aussi la laïcité, cette possibilité-là, c'est intéressant. Je crois qu'il faut bien voir que depuis notamment 3 ans, les musulmans, et notamment qui viennent du Maghreb, sont montrés du doigt par les pouvoirs publics. Après un débat sur l'identité nationale, après un débat sur la burqa, qui n'existe pas en France. Il y a du niqab, mais il ne faut pas confondre les deux. Après un débat sur la laïcité où on montre le sale arabe toujours du doigt, à un moment donné, on pouvait peut-être s'attendre, de la part d'humoristes et de dessinateurs, on pouvait peut-être s'attendre à ce qu'ils caricaturent, y compris cette stigmatisation de la part des pouvoirs publics. Et à un moment donné, la coupe est pleine, parce que si même les humoristes s'y mettent, après les pouvoirs publics, après avoir montré les sales musulmans qui sont les mauvais élèves de la République, eh bien peut-être qu'il y en a certains qui ont pu en avoir ras-le-bol. Il est 17h31, vous écoutez les Retours du dimanche et ce soir le blasphème en rire ou en pleurer avec Olivier Bobineau et Henri Pénarus. En débat, que signifie de nos jours le blasphème? Est-ce un concept opératoire dans un espace public, laïque et républicain? Et au fond, qu'est-ce que ces accusations d'islamophobie et de christianophobie nous disent de notre société? Et maintenant, qu'est-ce que le blasphème nous dit de notre laïcité à la française? On aime ou on n'aime pas Charlie Hebdo, mais c'est un journal. La liberté de la presse, c'est une liberté sacrée pour les Français. Les intégristes chrétiens, comme vous les qualifiez, protestent. Ils expriment aussi une opinion. Ils ne brûlent pas. En l'espèce, nous avons affaire à un attentat. Mais je ne veux pas préjuger les responsabilités de cet attentat. L'enquête judiciaire déterminera les responsabilités et j'espère nous permettra de trouver rapidement les coupables afin qu'ils soient présentés à la justice. Henri Pénarus, vous venez d'entendre Claude Guéant. Il n'y a pas 2 poids et 2 mesures dans cette réaction quand il nous dit qu'il condamne les attentats contre Charlie Hebdo, mais qu'à propos des agissements des intégristes chrétiens, il affirme les intégristes chrétiens, eux, ne brûlent pas. Est-ce que c'est pas, dans un État laïque, une réaction un peu paradoxale ? Monsieur Guéant n'est pas un vrai laïc, il a une mémoire sélective. Il oublie qu'un cinéma du quartier latin avait été plastiqué parce qu'il projetait la dernière tentation de Christ. Et qui étaient les plastiqueurs? Sans aucun doute, à l'époque, des intégristes chrétiens. Donc, effectivement, ce n'est pas laïcité que de tenter de désigner une partie de la population à la vindicte publique. Ce n'est pas laïcité que de faire comme Madame Le Pen, de s'insurger contre certaines démonstrations publiques de certains musulmans qui ne représentent qu'une minorité de la communauté musulmane, alors qu'elle accepte les privilèges publics des écoles privées qui sont financées depuis la loi Debré de 1959 sur fonds publics, c'est-à-dire que des contribuables athées ou agnostiques sont obligés de financer
par la médiation de leurs impôts des écoles privées religieuses, alors qu'on ne finance pas avec l'argent des chrétiens des écoles privées qui enseigneraient l'humanisme athée. Donc là, il y a une incroyable discrimination et un défaut de laïcité. Je n'ai jamais entendu Madame Le Pen ou Monsieur Guéant s'insurger de ce privilège absolument exorbitant des écoles privées religieuses pour l'essentiel catholique. Alors, donc Olivier il faut Bodino, quand même être précis. Pas de laïcité à géométrie variable. Une laïcité à géométrie variable qui s'en prendrait plus à une religion qu'à une autre, qui prétendrait imposer une théorie du choc des civilisations et hiérarchiser les religions entre elles, en oubliant qu'il a fallu purger le christianisme de sa volonté de domination, de ses responsabilités, par exemple, au moment des bûchers de l'Inquisition. Il a fallu l'en purger. Il ne faut pas avoir la mémoire courte ou sélective. Olivier Bobineau, est-ce que vous considérez qu'il y a aujourd'hui une laïcité à géométrie variable et qu'au fond, avec des attentats qui viendraient au fond de la sphère musulmane, on trouverait, comme le disait l'essayiste Philippe Muret, ils trouvent censure à leurs pieds et ils la trouvent sans peine, au fond, et que la critique de l'islam n'apparaît pas derrière, finalement, cet unanimisme de façade aujourd'hui? Alors, je crois que là, les musulmans ne seraient pas d'accord. C'est-à-dire que, d'ailleurs, une grande partie est non seulement intégrée, mais ne pose aucun problème, contrairement à ce que l'on peut croire ou ce que certains ministres ont pu faire croire. Donc, je pense que sur le fond, les religieux aujourd'hui, et je ne serais pas aussi pessimiste que mon interlocuteur, c'est-à-dire que je crois qu'on a la chance aujourd'hui d'être dans une société où l'ensemble des libertés de conscience peuvent s'exprimer, où, à un moment donné, le blasphème, et j'y reviens sur le début de l'émission, c'est le cri de désespoir de personnes qui sont hyper minoritaires et qui n'ont plus d'autres moyens pour agir et se faire entendre. C'est un marqueur identitaire. Maintenant, il faut être vigilant, et notamment être vigilant à ce que, et je ne me fais pas le défenseur des musulmans en ce sens, mais je suis très attentif à la manière dont la presse et dans l'opinion publique et certains sondages, certaines enquêtes qu'on a menées, y compris dans mon laboratoire, pour montrer que les musulmans sont caricaturés. Et je crois qu'il faut faire une analyse en ce sens que l'islam, par exemple, prenons le concept d'islamophobie, les Français savent-ils qu'il y a plusieurs écoles juridiques, qu'il y a 40 sensibilités dans le soufisme. On regarde les musulmans avec notre culture catholique majoritaire. C'est-à-dire qu'on considère que l'islam, par exemple, c'est comme le catholicisme, il y a un chef, il y a une théologie et il y a un droit universel, le droit canon. Eh bien, l'islam, c'est exactement l'opposé. C'est un émiettement perpétuel. Et donc, je crois que, et pour conclure, je crois que là, c'est pas tant notre problème, c'est l'ignorance de la laïcité et c'est l'ignorance des religions, y compris de l'islam. Et est-ce que donc il manque effectivement aujourd'hui de l'histoire des religions, notamment à l'école, pour comprendre effectivement cette généalogie. Oui. Mais en même temps, est-ce que vous ne considérez pas finalement qu'on pourrait sortir de ce cadre en donnant un petit peu plus de place précisément à la connaissance et comment faire ? Alors, il y a eu plusieurs rapports depuis 1994 au sein du ministère de l'Éducation nationale qui ont été mis ici ou là sous le boisseau suite à différents lobbying, religieux et non religieux. Je crois qu'il faudrait aborder pour la première fois, parce que sinon on va vers une guerre des communautés. Ce qui s'est passé sur Internet vendredi, on le voit bien, il y a l'excitation mutuelle des intégristes. Il suffit de 2 ou 3 fous de groupes sociaux, y compris religieux, non religieux, spirituels, pour mettre complètement l'ensemble d'une société, en tous les cas d'un espace public, en feu. Donc là, je crois qu'il faudrait, transmission de la culture religieuse, lutter contre l'ignorance et surtout permettre des espaces à l'école de rencontre. Parce que c'est ça la laïcité. C'est un espace de proposition, de confrontation de la possibilité de voir du monde, de voir le monde, de voir l'homme, de concevoir l'homme. Donc il faudrait à la fois une histoire des religions et une histoire de la laïcité, Henri Pénarruze ? Oui. Fait laïque et fait religieux. Je ne suis pas d'accord avec cette proposition, ou du moins je formulerai les choses tout à fait autrement. D'abord, je ne vois pas pourquoi on privilégierait l'histoire des religions. C'est l'histoire de toutes les formes de conviction. En Espagne, j'en reviens, où j'ai fait une conférence sur la laïcité, vous avez la hiérarchie catholique qui développe une campagne selon laquelle l'humanisme athée est source d'immoralité. C'est bien méconnaître l'humanisme athée que le donner comme source d'immoralité. D'ailleurs, Bayle lui-même disait « J'ai rencontré des chrétiens criminels et des athées vertueux ». Il le disait d'ailleurs à propos
de Spinoza qu'il croyait, peut-être à tort, athée. Donc il faut arrêter de se polariser uniquement sur les religions. Par ailleurs, l'école a fait son rôle quand elle enseignait les humanités. On n'a pas besoin de créer une nouvelle discipline d'histoire des religions. Moi, je sais que, par exemple, quand j'étais en cours de lettres, j'avais un professeur de lettres qui m'avait expliqué les débats sur la grâce à partir de la lecture des Provinciales de Pascal, et nous savions de quoi il en retournait. Je pense qu'il faut plutôt réhabiliter les humanités avec la connaissance des grands univers symboliques, religieux, culturels, que de faire une place à part aux religions. Sur ce point, donc, il faut être, me semble-t-il, tout à fait clair. Et je crois que la guerre des communautés, je ne partage pas votre diagnostic. La guerre des communautés, elle naît de l'injustice sociale. Elle ne naît pas d'une prétendue méconnaissance réciproque des religions. Elle naît de l'injustice sociale. Elle naît d'un monde ultralibéral qui, effectivement, se fait, comme disait Victor Hugo, dur aux pauvres, aux plus démunis, et qui, effectivement, conduit les plus démunis à chercher un univers imaginaire de compensation. Donc, c'est, me semble-t-il, par la promotion de la justice sociale, et non pas par l'insistance sur l'importance des religions, que l'on pourra contrer le mieux les guerres virtuelles entre les communautés. Mais sans parler de guerre virtuelle entre les communautés, est-ce que vous ne croyez pas quand même que d'un côté on dénonce, on s'indigne sur le côté nauséabond des propos qui pourraient confiner au racisme, de l'autre on dénonce des actes violents. Est-ce qu'il n'y a pas quand même une faille entre les antiracistes et les défenseur de la laïcité ? Pourquoi vous dites qu'il y a parce que, justement, je vous dis d'un côté, à propos de ces manifestations violentes ou à propos de ces attentats, on les dénonce. Et d'un autre côté, c'est vrai qu'on peut aussi, au sein de la même communauté, s'indigner du fait que parfois ces caricatures peuvent confiner au racisme. Mais en quoi une caricature est-elle raciste ? Il ne s'agit pas de racisme. Le racisme, c'est un rejet d'un peuple comme tel. Or, un peuple n'est pas assimilable à une religion. Je crois qu'il faut être clair. Le combat contre le racisme est un combat qui doit être mené avec une grande fermeté. Mais effectivement, il est arrivé que l'on appelle raciste quelqu'un qui critiquait une religion. Je suis désolé, on peut critiquer la religion juive sans être taxé d'antisémitisme, on peut critiquer la religion musulmane sans être taxé de racisme anti-musulman. Le droit à la critique est un droit fondamental, une liberté démocratique. Donc effectivement, à un moment donné, il y a eu une certaine tendance, et vous avez raison de l'évoquer, à taxer de racisme ceux qui critiquaient une religion. Il faut leur répondre, il faut répondre très sereinement que la critique d'une religion ou d'une idéologie ou d'une vision du monde déterminée n'a rien à voir avec le racisme. Le racisme, c'est critiquer un peuple comme tel. Merci. Cette semaine, dans la vie des idées qui agitent les colonnes des débats du monde, Nicolas, vous nous parlez de la nouvelle démophobie, cette peur du peuple, horde ignorante, foule irresponsable qui continue de se manifester de par le monde. Les manifestants du mouvement Occupy Francfort étaient encore au rendez-vous. Pour le 4e samedi consécutif, plusieurs centaines d'indignés ont protesté devant le siège de la Banque centrale européenne et celui de la Banque centrale allemande. Ces manifestants continuent de réclamer une meilleure redistribution des richesses. Je suis ici car nous entrons dans une ère où le changement est possible et peut se produire si les gens s'investissent. Et je crois qu'il est nécessaire que quelque chose arrive. Hier soir à Paris, dans le quartier des Finances, un rassemblement d'indignés s'est terminé dans la violence. 2 manifestants ont été légèrement blessés. La police est intervenue lorsque les manifestants n'ont pas voulu partir. C'était donc les indignés hier à Francfort et à Paris, mais cette semaine, Nicolas a surtout été marqué par le renoncement de Georges Papandréou à l'idée d'un référendum sur le plan d'aide européen. Le peuple serait-il devenu en Europe le repoussoir des politiques ?
En tout cas, on a l'impression que le peuple devient un gros mot. Alors, salaud de peuple, pourrait-on dire, comme Gabin dit salaud de pauvre dans la fameuse traversée de Paris. Mais le dramaturge Bertolt Brecht avait déjà trouvé la solution à son obstination, Agnès. J'apprends que le gouvernement estime que le peuple a trahi la confiance des régimes, nous disait Brecht, et qu'il devra travailler dur pour regagner la confiance des autorités. Dans ce cas, ne serait-il pas plus simple pour le gouvernement de dissoudre le peuple et d'en élire un autre ?